Globalement, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas ou qui fonctionne un petit peu moins bien que ce que je faisais initialement, j'ai tendance à remettre en question l'utilité du truc à la base. Et j'étais pas sur Instagram pour avoir juste des petits shots de dopamine en étant content quand je faisais un flex de biceps et me dire ah j'ai eu 10 likes de plus que la dernière fois. On s'y retrouve d'une certaine manière si on est sur ces plateformes, jusqu'à ce qu'on se rende compte de certaines choses qui nous influencent des fois plus que ce qu'on aimerait. Si en une story, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, par définition, en une story, on n'a pas la possibilité d'exposer ce qu'on pense vraiment. On peut que placer un résumé de résumé qui en plus va être lu à moitié et puis la personne vient avec ses propres a priori avant. Moi aussi, je fais ça quand je vois les stories d'autres personnes et ça crée un conflit alors qu'il n'y a pas besoin d'en avoir un. Si c'est sur ton mur, comme on dit, ou sur ton canal ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu amènes? Quelque chose de cool? Génial. Quelque chose que tu n'as pas compris? Génial. Je peux peut-être même faire un nouveau podcast. On reste dans une belle dynamique, mais ouais, non, il y a trop de choses qui sont littéralement pas humaines dans le sens des interactions. Ce genre d'ambiance où tu as vraiment l'impression de créer un petit chez toi, ne serait-ce que dans l'échange d'un podcast, mais chez toi à la table de la salle à manger ou dans ton jardin quand tu décides d'inviter quelqu'un, c'est des moments qui sont vraiment spéciaux et c'est quelque chose vers lequel je tends depuis longtemps. Je rencontre de plus en plus de personnes qui travaillent sur elles-mêmes en fait. Et je pense que c'est là qu'on a les meilleurs groupes, les meilleures discussions, c'est qu'on n'est pas juste avec une personne qui est un leader ou quelque chose, on se retrouve qu'avec des personnes qui elles-mêmes s'élèvent toutes seules, sont curieuses, explorent, à commencer par leur propre corps. Et je pense que pour explorer son corps, le yoga, c'est probablement l'outil le plus puissant que j'ai à ma disposition. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Ok, Will, on est live sur le podcast. Comment tu vas, mon ami? Parfait, écoute, je vais très très bien. Je te remercie de m'accueillir encore une fois. Un plaisir d'être là. Et toi, la forme? Ça va très très bien. Écoute, c'est vendredi après-midi, une belle grosse semaine de travail, mais le soleil est au rendez-vous. On va pouvoir profiter un petit peu du week-end. Il fait beau par chez toi? Ouais, aussi. Heureusement, c'est une habitude en Valais. Donc, pour une fois, on est bien. Pour une fois, on est bien. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas eu sur le podcast, Will. Je me rappelle plus. Tu te rappelles de quel numéro c'était, le premier qu'on a fait ensemble? Ah, le numéro, non. Non, je me souviens pas, désolé. Okay. Pour les auditeurs qui souhaiteraient écouter notre premier entretien, allez simplement taper Will Janssens Upside Strength et vous trouverez le premier interview qu'on a fait ensemble. Will, on a eu la chance de se voir un petit moment il y a de ça quoi, 1 mois et demi, 2 mois, 1 mois et demi, il me semble, c'était quelque chose comme ça. Ouais, il n'y a pas si longtemps, il faisait beau aussi. Très agréable cette bière. Très beau, une petite bière sur une terrasse, pas loin de chez toi, c'était bien chouette. Entre-temps, Will, il a un petit peu disparu d'Instagram. Pas qu'un petit peu d'ailleurs, il a disparu d'Instagram. Est-ce que tu peux nous parler et c'est marrant parce que justement pour la petite histoire, on s'est vu, je crois que c'était le jour après que moi j'ai perdu mon compte Instagram. Ouais. Et donc on a eu 2-3 échanges à ce sujet-là. Est-ce que tu peux et je pense que tu en as déjà parlé toi de ton côté pour ton audience, mais est-ce que tu peux parler un petit peu des raisons pour lesquelles tu t'es un petit peu distancé de certaines plateformes?
Avec plaisir. Peut-être dans l'ordre, le truc le plus important que je vais partager ici, c'est que c'est totalement clair qu'Instagram faisait partie intégrante de mon business en ligne. Donc, je dis ça en étant totalement à plat, hein. C'est absolument clair que c'était ma plus grande audience. J'avais 16 700 abonnés ou quelque chose comme ça. Mhm. Depuis, ça a réduit à hauteur d'à peu près une centaine de personnes qui partaient régulièrement. Je dois être à 15 800 maintenant, mais je suis plus du tout actif dessus. Et j'avais une portée quand même assez intéressante au niveau des partages en story, comme on dit. Et donc, quand je partageais une story Instagram, au tout début, j'avais quelque chose comme, qu'est-ce que je vais donner comme chiffre? Peut-être à peu près régulièrement 3000 à 3500 personnes qui voyaient ce que je faisais. On voit très Mhm. bien le nombre de vues lorsqu'on partage les stories. Alors, beaucoup, pas beaucoup, voilà, c'est surtout pour donner une idée à l'audience, qu'elle comprenne que voilà, s'il s'agit d'un partage gratuit pour mettre en avant quelque chose que, par exemple, je vends, que ce soit des prestations de coaching, des formations, ou simplement pour mettre en avant quelque chose, c'est très intéressant. Hein, 3500 personnes qui voient ce qu'on fait et puis avec les fameux liens swipe up qui nous permettent de diriger vers quelque chose. Donc voilà, c'était cool. Et ça a drastiquement diminué sans que je change quelque chose de mon côté et j'ai eu très régulièrement moins de 1000 personnes. Alors peut-être certaines personnes se diront ça fait quand même pas mal de monde, mais en fait, voilà, si on imagine qu'on a un plan et puis campagne communication, tout à coup il y a 3 fois moins de personnes qui sont touchées, ben, si on part du côté très cartésien, simplement pour dire les choses telles quelles, ben, ça devient beaucoup moins intéressant. Donc ça, c'est la première partie peut-être qui surprend pas grand monde, je pense, mais pas tout le monde est au courant parce que peu de personnes utilisent finalement Instagram et le côté communication et les médias sociaux Mhm. pour notamment comme quelque chose qui fait partie intégrante de leur travail. Et c'était mon cas. Et c'est devenu beaucoup moins intéressant en l'espace de quelques instants comme ça. J'ai aussi quitté Facebook dans un premier temps et il s'était passé à peu près la même chose au niveau des changements, probablement quelque chose que je ne comprends pas très bien au niveau des algorithmes ou ce genre de choses, mais il y a une chose qui me semblait assez claire, c'était que le moment où Facebook a drastiquement diminué sa visibilité, c'était le moment où c'était aussi, on encourageait beaucoup les publicités payantes. Et donc, voilà, c'était tout le monde est sur Facebook, c'est normal finalement. Maintenant, si vous voulez être vu, de payer. Et donc, c'était un modèle différent. Et voilà. Et quand on pense Facebook et Instagram, finalement, c'est la même. Voilà, c'est la même communauté. Enfin, c'est le même patron. C'est voilà, je connais pas exactement toutes les ramifications, mais c'est la même chose pour WhatsApp aussi qui appartient au même groupe. J'ai aussi quitté WhatsApp au passage. C'est pas juste pour simple question de cohérence, mais voilà. Et globalement, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas ou qui fonctionne un petit peu moins bien que ce que je faisais initialement, bah, j'ai tendance à remettre en question l'utilité du truc à la base. Et j'étais pas sur Instagram pour avoir juste des petits shots de dopamine en étant content quand je faisais un flex de biceps et me dire ah j'ai eu 10 likes de plus que la dernière fois. J'ai aucun problème à faire des poses de double biceps parce que le domaine du bodybuilding me plaît beaucoup et ça me fait rire. Mais je venais pas sur Instagram pour ça. Et donc, je suis parti, je dirais, au numéro un pour une question de modèle beaucoup moins intéressant pour moi par rapport au temps passé sur Instagram. Et donc, c'est devenu moins intéressant. J'ai pas fait ça de manière stupide non plus parce que j'ai décidé de regarder si je pouvais avoir d'autres entrées, des revenus, hein, simplement. Dès qu'on est entrepreneur, il y a des hauts et des bas, mais il faut quand même assurer Mhm. que le creux de la vague soit supportable, même s'il y a des aléas dans l'entrepreneuriat. Et Mhm. donc, j'ai couvert mes arrières, pour ainsi dire, et il n'y a eu aucun problème. Et j'ai pu quitter Instagram et me sentir beaucoup mieux en très peu de temps. Et on en parlera si tu veux, mais c'était Ouais. un gros soulagement de plus être dépendant de ces algorithmes et du fait d'animer régulièrement les stories. Peut-être un dernier truc que je voulais dire aussi, c'est que quand je postais régulièrement, je savais qu'en postant par exemple toutes les 2 3 heures, je gardais quand même beaucoup plus de visibilité et j'ai eu des pics qui montaient jusqu'à 4000, 4500 en visibilité, mais ça signifiait que je devais rester totalement dépendant, régulier à poster des trucs, des fois entre guillemets inutiles, pour garder l'audience élevée. Et j'étais dégoûté par ce mode de fonctionnement qui me plaisait pas du tout. Moi, tout ce qui empiète sur ma liberté, j'ai tendance à dire, vous savez quoi, vous allez plus me voir. Et c'est à peu près ce qui s'est passé, quoi. Ouais, Voilà. non, non, en tout cas, j'apprécie ton ouverture et ta candeur dans la façon dont tu as parlé de tout ça. Quand tu parlais du modèle Instagram ou de l'évolution, on va dire, de l'algorithme Instagram, qui, c'est clair, hein, tend vers du payé, comme tu l'as très très bien dit, l'a fait Facebook il y a plusieurs années. Moi, je m'en rappelle quand on avait la page Facebook et qu'on a toujours d'ailleurs pour l'entreprise de nutrition qu'on a formée au Canada avec Lynn,
On a déjà parlé, toi et moi. D'ailleurs, tu étais apparu sur notre podcast, le podcast Holistic Nutrition Hub. Pour ceux qui veulent aller t'écouter parler en anglais de plein de choses super précises super pointues niveau nutrition. Tu peux aller écouter Will là-bas également. Mais c'était vraiment ça, c'est qu'il y a eu un shift. Et je pense, là, je dirais, c'est il y a 5, voire 6 ou 7 ans, peut-être même. Il y a peut-être 5 ans. Où vraiment Facebook a tourné en pay for play. Si tu veux qu'on voit tes trucs, surtout si tu as une page business, si tu veux qu'on voit tes posts, il faut payer. Sinon, c'est mort, quoi. Et maintenant, tu le vois, si tu as une page, et toi, si tu nous écoutes et que tu as une page Facebook business et que tu fais un post et que tu vois 10 likes alors que tu as 1000 ou 2000 ou 10 000 personnes qui te suivent, eh ben, tu comprends très bien de quoi on parle. Le fait que une fois que ces plateformes ont le… Comment tu dis « to have leverage » en français? Alors, bon, n'importe quoi finalement, quand ils ont le degré d'influence, le levier, ou je sais pas, où Ouais, une fois que tout le monde est sur place. le pouvoir d'influence ou quand ils ont le dessus, on peut dire, peut-être, je sais pas. Une fois que tu es dépendant d'eux, eh ben, ils peuvent Voilà. faire plus ou moins ce qu'ils veulent. Et comme tu l'as très, très bien dit aussi, l'idée de tu peux garder une haute visibilité, mais ça veut dire que tu es littéralement attaché à la plateforme, tu y es 24/24 et encore une fois, tu n'as pas de liberté. Et j'apprécie le fait que tu es très direct avec l'idée des chiffres, tout simplement. Et le fait que, alors pour toi, tu le fais pas nécessairement uniquement de bonté de cœur, parce que Dieu sait que tu en as partagé du matériel gratuit et du contenu gratuit. Mais à un moment donné, il faut que ça ait du sens pour toi, il faut que ça ait du sens pour ce que tu fais, parce qu'au final, tu en vis et à un moment donné, tu as seulement 24 heures dans la journée, tu en as 8 à 10 qui sont passés à dormir et si les peu d'heures qu'on a à disposition, eh ben, tu les passes, on va dire, enchaînées à Instagram juste pour avoir tes vues et juste pour essayer d'en retirer quelque chose derrière, ça a plus vraiment de sens. Donc, je pense que c'est une démarche qui est extrêmement cohérente, qui, honnêtement, moi, me force aussi à remettre un petit peu en question pourquoi je suis sur cette plateforme. Parce que d'ailleurs, après avoir perdu mon compte, j'y suis retourné. Alors certes avec moins de monde et d'ailleurs tu parlais du swipe up, j'étais tellement près du swipe up, c'était la seule raison pour laquelle mon nombre d'abonnés m'importait, c'était pour arriver à ce swipe up, pour pouvoir renvoyer les gens vers mon dernier podcast, vers ma dernière vidéo, vers le lien d'un ami ou quelqu'un comme toi ou Kevin ou autres qui font du super boulot. Mais au final, oui, tu te retrouves à être vraiment extrêmement dépendant de ces plateformes. Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être en prenant un petit peu de recul, pas nécessairement juste les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a d'autres choses dans ta vie que tu as remis en question comme ça, c'est peut-être 2-3 dernières années, où tu as peut-être regardé de manière critique la façon dont tu passais ton temps et ton énergie pour essayer de revenir vers quelque chose qui te correspondait plus et pour ne pas être aussi dépendant de choses qui, au final, peut-être ne t'apportaient pas autant que ce qu'on pensait. Totalement. Et puis en fait, je pense que c'est un gros point que tu me permets d'aborder avec ta question là, c'est on s'y retrouve d'une certaine manière si on est sur ces plateformes, jusqu'à ce qu'on se rende compte de certaines choses qui nous influencent des fois plus que ce qu'on aimerait. Et puis la fameuse économie de l'attention, comme on l'appelle maintenant, où vraiment le but c'est de garder les gens devant quelque chose. Et puis si on reste devant tant de temps, tous les temps de temps, il y a une publicité. Bref, ça devient rentable parce qu'on est resté scotché devant le truc sans s'en rendre compte. Et puis on peut tous penser un instant maintenant à une fois on s'est dit on est sur Instagram, on regarde juste 2-3 trucs, on regarde l'heure, on se dit je vais être un peu informé, putain ça fait une demi-heure que je suis là-dessus, j'ai rien foutu, j'aurais pu faire ça à la place, d'ailleurs je me suis mis en retard pour etc. Et on comprend comment est-ce qu'on se fait manipuler et c'est tellement bien fait qu'en fait il suffit pas d'être au courant de ça pour s'en prémunir. C'est une manière de dire que personne n'est vraiment à l'abri de ça parce que c'est fait pour garder notre attention. Donc là, ça c'est quelque chose qui me plaisait pas beaucoup parce que j'aime beaucoup les coachings, j'aime beaucoup les interactions, j'adore les conférences, j'adore échanger, j'adore les podcasts. Bon, encore une fois, un plaisir d'être là. C'est vrai que j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait dans différentes plateformes. Je t'ai dit oui, je te dis oui aujourd'hui, je te dirai oui à chaque fois. Ils sont très bien organisés. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi au passage. Mais pour avec un grand plaisir. Écoute, ça, c'est les formats qui me plaisent. Et pour être très
pragmatique, le podcast qu'on est en train de tourner aujourd'hui, par exemple, admettons que dans 3 ans, quelqu'un est intéressé par le sujet ou quelques sujets dont on a parlé, il pourra retomber dessus. Avec Twitter, avec Facebook, spécialement les stories, c'est quelque chose qui est particulièrement éphémère. Et en fait, une fois que c'est passé, c'est littéralement passé. Si à un moment, tu publies quelque chose sur YouTube, ça t'a pris un temps fou de faire des graphiques et quelque chose, ben, voilà, si on veut aller voir une vidéo que je vous recommande au passage sur les filières énergétiques, ben, vous voulez y aller dans 2 ans, allez voir la vidéo de Sean là-dessus, ben, elle sera toujours là et elle apparaîtra en premier dans les partages. Donc en fait, il y a toutes ces choses-là qui sont importantes. Et la dernière chose, ça c'est peut-être, je ne veux pas dire spécifique à moi, mais j'assume quelque chose d'un peu particulier, c'est que je dis publiquement que l'agressivité inutile, spécialement sous couverture, parce que c'est pas parce qu'on a un pseudo que tout à coup on n'est plus une personne réelle, toute cette agressivité me touche personnellement. Donc des personnes sont juste, je vais dire ça comme ça, mais c'est juste mon avis, méchantes, agressives et de façon absolument pas constructive, par exemple même dans le domaine de la nutrition, ce genre de choses. Et moi, je suis là pour apprendre, pour comprendre, partager, mais échanger de manière constructive. Et ces plateformes j'ai personnellement vu des changements au niveau de l'agressivité, ou peut-être que je suis devenu plus sensible à ça, je ne sais pas. Mais voilà aussi une raison qui m'a fait finalement dégager de ces plateformes, c'est qu'à un moment, moi, je ne suis pas là pour voir la Troisième Guerre mondiale en ligne tous les jours avec des personnes qui s'insultent dans tous les sens, quand le but, c'est de partager initialement des synthèses gratuites, de discuter. Et bon, voilà, il y a aussi ce côté-là qui m'a de moins en moins plu. Finalement, les personnes qui ne sont pas d'accord peuvent très bien échanger autrement. Et puis, une fois qu'on est sur YouTube ou qu'on a différents podcasts, on peut avoir des choses constructives, mais on a au moins le temps de développer son avis. Si en une story, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, par définition, en une story, on n'a pas la possibilité d'exposer ce qu'on pense vraiment. On peut que placer un résumé de résumé qui en plus va être lu à moitié, et puis la personne vient avec ses propres a priori avant. Moi aussi, je fais ça quand je vois les stories d'autres personnes, et ça crée un conflit alors qu'il n'y a pas besoin d'en avoir un. Le conflit intellectuel est très sain, mais lorsqu'il a la possibilité d'exister. Et je trouve que ces plateformes vont très fortement contre des beaux échanges. Là, on a vraiment le temps. Tu m'as dit même en off tout à l'heure dans le podcast, oui, on peut prendre le temps de discuter ici. On a cette plage, on peut détailler si jamais. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Tu me mets dans un cadre où je suis heureux de partager différentes choses, même si là, c'est pas la nutrition, on parle des réseaux, on parle de quelque chose d'essentiel. Comment les choses sont communiquées et avec quelle qualité. Et ça, c'est quelque chose d'important dans tous les domaines. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de réduire ces réseaux. Ouais, et c'est deux points qui ressortent pour moi dans ce que tu as dit. Déjà, la nature de YouTube, notamment, qui est différente des autres réseaux sociaux, des autres plateformes, du fait que YouTube, c'est avant tout un moteur de recherche. C'est le deuxième après Google, le deuxième plus grand, si je ne me trompe pas, qui est absolument énorme. Et donc, comme tu l'as dit, les gens cherchent des informations et les gens vont trouver les informations qui, alors bien sûr au goût de l'algorithme de YouTube, sont les plus pertinentes pour la question qui a été posée ou pour le sujet qui a été tapé dans la barre de recherche. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, si quelqu'un cherche quelque chose, on l'espère. D'ailleurs, on espère que ce soit le cas aussi sur Google, mais on ne va pas s'étaler là-dessus non plus. On espère que ce soit la meilleure réponse qui sorte en premier, la réponse qui soit la plus pertinente, la réponse qui a peut-être reçu le plus d'attention par les gens qui l'ont visionné dans le passé, le plus de vues, le plus de temps passé sur la vidéo, le plus de likes, le plus de commentaires, mais qui n'est pas du tout le cas sur, comme tu l'as dit, Instagram et les autres plateformes où tu postes quelque chose et si tu arrives à voir ce post même 2 jours après, tu es content parce que voilà, la durée de vie, elle est extrêmement courte. Et donc, c'est intéressant quand tu as mentionné ça, j'y avais pas pensé, mais une chose que je fais moins maintenant sur Instagram par rapport à ce que je faisais avant, et je ne l'ai pas fait de manière consciente, mais ce que tu me dis me conforte dans mon acte inconscient, c'est le fait de ne pas passer autant de temps pour fignoler des posts extrêmement détaillés et extrêmement chronophages à poster sur Instagram. Donc là, et j'en ai parlé déjà, je crois, avec Kevin récemment dans son podcast qui sortira bientôt. Ma stratégie, entre guillemets, sur Instagram, c'est simplement que j'ai 2 podcasts qui sortent par semaine, un le lundi, un le jeudi.
Entre ça, moi, je veux 2 posts Instagram parce que comme ça, j'ai un affichage sur mon compte qui est propre. Et des fois, honnêtement, je regarde ce que j'ai fait dans la journée, j'ai un truc qui me parle, je vais le poster parce qu'il me faut un post avant de poster mon prochain podcast. Je ne passe pas autant de temps qu'avant. Alors certes, les gens pourraient dire, ouais, mais du coup, ton contenu, il est moins bien, etc. Oui, mais ça reste gratuit. Le fait est que je poste des heures et des heures de contenu gratuit chaque semaine sur YouTube, sur les différentes plateformes. Donc, si les gens ils commencent à se plaindre parce que mes posts Instagram ne sont pas aussi bien qu'avant, eh ben, vous pouvez seulement vous plaindre, ça ne me dérange pas. Mais voilà, le fait est que c'est peut-être plus intéressant de passer du temps sur des plateformes qui te permettent d'avoir du contenu qui va pouvoir être trouvé, qui va pouvoir être vu beaucoup plus, pendant beaucoup plus longtemps. Est-ce que du coup, tu passes plus de temps maintenant à poster sur YouTube, par exemple? Alors, c'est l'idée. Moi, je prends ça comme une base. Là. Ce que tu viens de résumer, si j'essaie de tirer la substantifique moelle, c'est de donner plus de temps à ce qui est plus important pour toi. Et ça peut être voir des amis qui sont des vrais amis comparé à des gens qui se prétendent être des amis mais font que profiter de telle ou telle chose et sont les premiers à nous poignarder dans le dos en retour. Ça peut être passer du temps sur quelque chose qui permet un meilleur échange, YouTube, les podcasts comme tu le mentionnes ici, mais ça peut être aussi regarder par rapport à, si on est entrepreneur, qu'est-ce qui, par exemple, rapporte ou rapporte moins, ça peut être ça aussi. Ça peut être essayer de ne pas se disperser dans des trucs qui sont totalement futiles. Et puis, par exemple, moi, j'ai pu me concentrer un peu plus fortement sur des projets que je n'avais pas pu finaliser. C'est d'ailleurs le premier endroit où je le dis, on va dire publiquement, discrètement, c'est que j'ai enfin mon application qui va sortir tout bientôt. Et c'est un truc qui, pour le moment, sera privé au début. Donc, c'est pas du tout pour en parler plus que ça, mais pour te dire, j'ai pu me concentrer là-dessus. Ouais. Grâce aussi à ce temps libéré qui peut être quantifié. J'allais dire, tu estimes à combien de temps par semaine les heures que tu économises sans être sur Instagram? Oula, minimum 20 heures. C'est-à-dire, je comptais minimum 3 heures par jour. Minimum 20 heures d'économiser. Donc, wow. Si on compte vraiment par jour, parce que finalement, c'est tellement conséquent qu'on se rend plus compte par jour, j'ai vu lorsqu'on regarde le temps utilisé, j'ai déjà vu 6 heures sur une même journée. Et wow. Certains vont même pas être surpris, d'autres vont se dire oh purée, c'est pas possible, ils vont vérifier, ils vont se dire ah mais en fait je suis à 7 heures. Mais tant qu'on n'est pas allé voir, c'est impressionnant de voir le temps qu'on peut perdre littéralement là-dessus. Et l'essentiel de ce temps-là pour moi était du temps professionnel, hein. Donc du temps entre guillemets professionnel. Mais j'ai remarqué que cette libération de temps m'a permis de concrétiser des projets qui m'étaient chers et que j'avais laissé traîner pendant pas mal de temps. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, mais ça m'a fait un peu peur au début. Ah ouais, 3h18, bah écoute, top, merci pour... tu parlais d'honnêteté et transparence sur les chiffres, tu me dis direct comme ça. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Et là, dans ce temps-là, tu peux regarder et essayer de te dire, OK, pendant combien de temps j'ai perdu du temps, entre guillemets, à juste scroller, pendant combien de temps j'ai regardé des trucs, mais qui étaient liés à mes centres d'intérêt, mais donc qui m'ont permis quand même d'apprendre quelque chose pour le reposter plus tard ou le resynthétiser. Il y a toujours ce truc, tu sais pas, et puis il y a le fameux fear of missing out. On se dit, et si je ratais quelque chose? Ouais. Et bien sûr, ça vient pas de moi. Ça, c'est un truc qui a été mentionné, rementionné, hein, mais je me permets de le dire ici. Et maintenant que je suis complètement sorti de ça, ce truc a disparu. C'est-à-dire, c'est le moment où je me dis, ah, j'ai raté la story de machin. Bah quoi. J'étais en train de faire que des trucs qui me plaisent, rien à faire, quoi, concrètement. Ouais, ça change pas grand-chose. Et pour info, c'était pas 3 heures par jour que je passe, c'était 1/2 heure par jour. Oh, wow. mais quand même. Excuse-moi, c'était la synthèse de la semaine. Désolé. Non, ouais, c'est ça, c'était la semaine, mais ce qui est quand même conséquent. Je veux dire, 3 heures de temps, c'est 3 heures de temps. Et si tu additionnes toutes les... Après, je te partagerai pas le temps que je passe sur YouTube. Oh purée, ouais. Non, je passe énormément de temps sur YouTube. Je regarde pas, bien sûr, parce que je conduis, mais j'écoute beaucoup de vidéos, d'interviews, de choses comme ça sur YouTube. Donc, je passe énormément de temps chaque jour sur YouTube. Mais même sur Instagram, je sais maintenant que, à mon avis, j'ai optimisé mon temps, en tout cas par rapport à ce que je faisais avant que je perde mon compte, dans le sens où j'ai beaucoup d'interactions, et ça, on en parlait toi et moi déjà. J'ai beaucoup d'interactions en DM, et je pense que tu en avais énormément aussi. Donc, beaucoup de 1 à 1, beaucoup d'échanges avec des coachs, avec des abonnés, avec des amis au travers de cette plateforme. Mais donc, j'étais assez content de voir d'ailleurs que je passe qu'1/2 heure par jour sur Instagram, parce que honnêtement, avant, je pense que je devais être facilement à 2 à 3 heures. Donc, ça me rassure un petit peu, mais je te rejoins complètement, cette idée et une autre chose
sur laquelle je voulais revenir, que tu as mentionné avant, cette idée de la communication en ligne et de l'effet des réseaux sur notre manière de communiquer entre humains. Je pense que pour moi, un truc qui est ressorti récemment, c'était tout ça. Et ça, ça, je me rappelle l'avoir entendu plusieurs fois dans le passé, l'idée que la majorité de ta communication est non verbale. Si simplement tu prends cette idée-là, et je ne sais plus le pourcentage, mais ça devait être en tout cas 60-40 ou 70-30, je pense que tu peux me corriger là-dessus parce que tu as sûrement le chiffre au bout de la langue. Le chiffre, non, mais comme toi, ça me semble être vraiment une part majoritaire de la discussion, et donc c'est indéniable que c'est important. Hein. Ouais. Et en fait, si tu ensuite enlèves toute la part non verbale à laquelle tu n'as pas accès quand tu as une conversation au travers de quelques caractères en ligne, en fait, tu perds la majorité de ce qu'est vraiment la communication entre humains. Et donc, cette part d'empathie, cette part de je vois ton visage, tu vois, même là, je vois comment tu réagis à mes propos. Est-ce que tu es surpris? Est-ce que ça te rend heureux? Est-ce que ça te rend fâché? Je peux le voir en temps réel. Ça me donne un feedback sur ce que moi, j'aimais comme information, comme parole. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en ligne. Est-ce que tu penses que c'est une part importante est-ce que ça a une influence importante sur peut-être le fait que les gens, en fait, ils perdent ces repères-là, ils s'en rendent pas compte et du coup, ils tournent à l'agressif, ils tournent au méchant parce qu'en fait, tu n'as aucune répercussion. Mais va parler à quelqu'un dans la rue, comme beaucoup de monde malheureusement parle en ligne, tu vas pas pouvoir tu vas pas pouvoir repartir de cette conversation sans un œil au beurre noir, ou en tout cas un petit peu de quelque chose qui revient dans ton sens. Et enfin, je trouve que c'est malheureusement un des aspects les plus négatifs de la communication en ligne à l'heure actuelle. Non, totalement. Je te rejoins totalement là-dessus. Je pense que le terme, même lorsqu'on parle de médias sociaux, le terme social devrait être revu. Je sais qu'évidemment, c'est pour entretenir le terme de réseau est totalement correct, ça c'est certain, parce on peut vraiment imaginer cette toile comme ça de réseau. Je me souviens, avant de répondre à ta question, qu'il y avait même un algorithme qui avait été créé pour prévoir à quel moment deux personnes sur Facebook étaient susceptibles de se mettre en couple, parce qu'évidemment, ils ont toutes les infos. Donc, le nombre de messages envoyés à telle personne, et ensuite la personne change son statut. Je suis en couple, bravo, félicitations. Bref, donc juste pour dire qu'il y avait même des algorithmes qui étaient développés, qui étaient capables de prédire avec une énorme précision les chances que deux personnes avaient de se mettre en couple. Là, en voyant des infos comme ça, personnellement, je flippe. Quand je vois les infos aussi précises que ça, je me dis, je veux pas que ce genre d'infos soit disponible à des gars qui ont absolument rien à faire dans ma vie de base. Ça, c'était la petite parenthèse, mais c'était pour dire que ça peut aller très loin au niveau de ce qu'on retire sur nous. Mais nous, dans nos échanges, moi, je pense qu'un de mes sports préférés, qui n'est pas un sport, mais c'est les conférences, par exemple. Lorsque je suis en conférence et que je donne une conférence ce soir à 10 personnes ou à 70 personnes d'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est directement lié à ce qu'on voit des personnes qui nous écoutent. Et lorsque, même avec plusieurs dizaines de personnes, on est capable de se dire, OK, là, on est vraiment dans un moment où on est tous ensemble en train d'avancer vers un certain niveau de compréhension. Même avec 70 personnes, c'est possible, mais parce que justement, on a tout ça, puis il y a ces espèces de, je ne vais pas dire vibes ou autre chose, mais il y a vraiment une espèce d'atmosphère qui se crée comme ça, qui est spéciale. Et si on perd tout ça, on perd le côté humain, on a le droit de venir sur le compte de quelqu'un et dire, je vais être un petit peu informel, mais ça ne va pas plomber ton podcast pour autant, mais on a des commentaires, genre juste quelqu'un qui passe, qui dit, c'est de la merde. Mais d'où, genre comme tu as dit dans la rue, quelqu'un qui passe et qui fait ta veste c'est de la merde. Et il continue ça. Enfin non, ça n'existe pas en fait. J'adore. J'adore ces commentaires et honnêtement, tu pourras, je pense que t'en as malheureusement eu un petit peu plus que moi de ce côté-là et tu pourras peut-être partager ton expérience avec, mais je me fais un malin plaisir à faire un petit screenshot et à le reposter par exemple sur Instagram récemment et que je t'ai dit, ça me fait marrer parce que ça m'arrive que très rarement, mais sur une vidéo que j'avais postée sur ma chaîne YouTube sur la préparation physique rugby et mon pote Valentin qui fait du parcours, qui fait du speedrunning. Valentin, je te salue si tu nous écoutes, qui était ici en vacances et il m'avait fait le plaisir de filmer toute une séance de préparation physique que j'avais fait avec l'équipe de rugby. J'avais posté ça, une bonne vidéo de 10 minutes d'ailleurs qui marche encore assez bien. Tu parlais de pérennité du contenu, elle marche encore vachement bien et quelqu'un
récemment posté un commentaire en disant, ouais, en gros, en gros, votre niveau de rugby en Suisse, c'est vraiment de la merde. Le rugby français, c'est tellement mieux. Et enfin, je paraphrase, mais c'était dans cette optique-là. Et ça m'avait vraiment juste fait rire parce qu'à aucun moment, j'avais eu la prétention de dire que notre rugby ou notre façon de faire ou mon approche même était supérieure ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste, voilà une journée ou voilà une séance d'entraînement, voilà comment je fais les choses. Tu peux en penser ce que tu veux, je le mets ouvertement tout simplement. Mais cette négativité et cette agressivité, comme tu le disais, gratuite et qui vraiment n'apporte rien. Et au contraire même, enlève beaucoup en fait. C'est même pas que c'est un net zéro, c'est que c'est un net négatif. Et au final, c'est vraiment dommage que des personnes prennent de leur temps pour amener une telle énergie en fait à l'environnement dans lequel on évolue, quoi. Ouais, totalement. Et il y a des personnes qui décident, par exemple, de supprimer complètement les commentaires pour ce genre de choses, par exemple. Il y a, bon, alors, on sait, toi et moi, que ça touche l'algorithme, donc les commentaires font partie aussi de ce qui est pris en compte Ouais. comme une publication qui a généré plus ou moins d'attention, et encore une fois, économie de l'attention. Donc, si les personnes restent plus longtemps, commentent, etc., bien, on fait gagner de l'argent à la structure. Donc, c'est normal que ce soit mis en avant, enfin, normal dans ce paradigme. Et personnellement, sur YouTube, par exemple, maintenant, je laisse toujours la modération des commentaires. Il y en a qui sont modérés automatiquement, c'est des filtres d'obscénité ou ce genre de truc. Bon, bah voilà. Mais ensuite, parce que je remarque que j'ai une fois par semaine, au minimum un commentaire qui a rien à voir, qui est de la publicité pour un site ou machin. On voit une personne à moitié dénudée, un signe, je sais pas quoi, voilà le lien vers ma caméra, enfin bon, classique, quoi. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes que je modère, c'est justement les commentaires qui sont méchant et non constructif. Donc, si c'est méchant et constructif, je laisse. Et j'insiste, je laisse systématiquement. Parce que là, ce serait un biais de ma part de dire, ah oui, il n'y a que des bons commentaires. Ouais. Mais j'ai aussi, et je suis content de le dire ici, même si peut-être ça devrait être plus clair aussi sur ma chaîne maintenant que j'y pense, mais j'ai quelques commentaires qui sont juste supprimés. Par exemple, quelqu'un qui dit juste le fameux c'est de la merde, et j'en ai eu un récemment comme ça, c'est pour ça que je le dis tel quel, ben, comme ça apporte rien, à part que peut-être ça laisse la possibilité à d'autres personnes de mettre un like sur ce commentaire, ce qui me permettrait de comprendre que voilà, des personnes trouvent que c'est un commentaire pertinent, ben, j'enlève. Parce que j'ai envie d'une plateforme constructive. Et cette atmosphère, on peut quand même la créer un petit peu sur les réseaux, j'ai l'impression. Je ne pense pas qu'on peut, par contre, quand on est vraiment très visible. Moi, j'ai même pas 6000 abonnés sur YouTube, donc pas dans le sens c'est peu et c'est négligeable. Je considère que je mériterais infiniment plus. Ça n'a rien à voir, c'est juste pour dire c'est clairement quelque chose que je peux contrôler à une échelle humaine en tant qu'entrepreneur indépendant et puis seul dans ce que je fais. Dès le moment qu'on touche des centaines de milliers de personnes, c'est de la science-fiction. Mais là, c'est juste plus possible de gérer seul. Il y a des community managers, enfin, il y a plein de choses qui se passent. Mais je dirais à l'échelle à laquelle j'ai envie de garder ce que je partage, c'est-à-dire à une échelle humaine, donc une échelle où on peut garder cette empathie dont tu parlais, je pense qu'il faut penser à soi comme quelque chose de très important, comme dans l'avion, si on doit mettre le masque d'abord pour aider quelqu'un d'autre, bah, si on veut continuer de partager du contenu de qualité, il faut penser à sa santé, notamment à sa santé mentale. Et je pense que dès le moment qu'on fait les choses avec bienveillance, partager des choses gratuitement de base, les gens ne devraient pas avoir le droit de nous tacler ouvertement comme ça aussi facilement. Et c'est pas, oui, en liberté d'expression, totalement. Mais qu'est-ce que tu amènes avec ce commentaire? Et à un moment, c'est vrai que c'est entre guillemets chez nous, bienvenue chez moi, etc. Bon, là, tu es à table, je viens de t'inviter. Tu m'insultes, mais il n'y a pas de problème. Écoute, je te laisse sortir et puis tu vas insulter d'autres personnes. Si c'est sur ton mur, comme on dit, ou sur ton canal ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu amènes? Quelque chose de cool? Génial. Quelque chose que tu n'as pas compris? Génial. Je peux peut-être même faire un nouveau podcast. On reste dans une belle dynamique, mais ouais, non, il y a trop de choses qui sont littéralement pas humaines dans le sens des interactions. Euh, et qui sont dérangeantes. Et je pense que ça se manifeste en fait. Tu as compris à la base le problème, c'est qu'on perd la valeur humaine, d'ailleurs on perd l'échelle humaine aussi. Et du coup, plus personne n'est responsable de rien, plus personne ne sait pourquoi il fait quelque chose, et donc il y a tout qui est possible, même les pires aberrations. Donc, ouais, chaud. Mais je ne suis pas prêt de remettre les commentaires ouverts à tout le monde tout le temps et me dire, oh purée, à chaque instant, je peux avoir quelqu'un qui vient juste
critiquer tout ce que je fais sans raison, ou si quelqu'un critique quelque chose sans raison, j'ai le temps de laisser le commentaire et je le laisserai systématiquement, mais aussi de me dire, bon, bah voilà, il apporte quelque chose et c'est vrai que je peux me remettre en question là-dessus, mais on ne peut pas dire, ouais, prends-le pas pour toi, prends-le pas personnellement. C'est ma chaîne YouTube, il écrit sur ma chaîne, c'est comme si je disais, oui, viens chez toi, bah, fais pas comme si c'était chez toi, bah si, c'est chez moi. Donc, prendre de la distance, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin voilà, je prends juste un petit peu de temps ici pour expliquer que je pense pas être juste un sensible qui est pas prêt à accepter des critiques, mais je pense que la critique est intéressante dès le moment qu'elle a, en tout cas pour ambition d'améliorer les choses, au sens où voilà, c'est un partage, c'est constructif. Et une critique constructive, pas besoin de passer par quatre chemins. Le mot constructif amène justement l'envie de construire un édifice, pas juste d'arriver et de casser chaque fois qu'on peut. Casser, ça prend qu'un instant. Construire, ça prend toujours du temps. Synthétiser, ça prend encore plus du temps. Et si tu construis quelque chose et tu présentes ta synthèse, et là-dessus, tu as un gars qui vient juste dire « c'est de la merde », moi, ce commentaire n'a rien à faire là. C'est une décision, hein, c'est un choix personnel, mais je l'assume totalement. Et je pense que tu l'as très très bien décrit dans toutes ces subtilités. Comme tu l'as dit, il y a une nuance entre, comme tu l'as dit, la liberté de parole, la censure, la constructivité, l'intention. Pour moi, ce qui ressort, c'est ça, c'est l'intention. Il y a toujours une intention derrière ce qu'on fait, derrière ce qu'on communique. Toi, tu as une intention derrière le contenu que tu partages. Moi aussi, j'ai une intention derrière. Et l'intention, en général, tu peux la voir assez clairement dans un commentaire, notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de caractères, il n'y a pas beaucoup de paramètres à juger. Et tu peux très rapidement voir. Et je pense que deux commentaires, même similaires, avec simplement un petit merci pour ta vidéo au début et je me réjouis de lire ta réponse à la fin. Et ce qu'il y a au mieux peut être pareil, mais si tu enlèves ces deux petits morceaux qui vraiment montrent l'intention du commentaire, qui est tout d'abord de te remercier pour le travail que tu as fourni, ensuite de remettre quelque chose en question peut-être pour une raison ou une autre, justement ou pas, ça c'est au-delà de ce qu'on essaie d'aborder ici. Et ensuite, encore une fois, l'ouverture de la réponse, le fait de rechercher cet échange et que, encore une fois, c'est là où on grandit, c'est dans les échanges. Et comme tu l'as dit, toi, tu favorises maintenant ces échanges avec un format un petit peu plus long, avec un format un petit peu plus libre, qui est voilà, moins contraignant et qui en même temps te permet d'aborder toutes ces nuances, d'inclure du contexte et de faire en sorte que la discussion puisse évoluer vers quelque chose de positif ou en tout cas puisse évoluer, point. Parce que peu importe où elle évolue, au moins, il y a du mouvement, c'est pas figé dans le temps, c'est pas comme ci ou c'est pas comme ça, c'est une interaction et c'est ce qui émerge de cette interaction qui fait qu'on a une certaine qualité de la conversation. Magnifique. Je fais encore un pas pour aller, pas dans le sens plus loin, parce que t'es pas allé assez loin, mais dans le sens, je m'affirme encore un peu plus avec tout le développement qu'on a fait. Je pense que Instagram, par exemple, pour des débats de type scientifique intellectuel, a un effet majeur là-dessus, c'est la radicalisation de l'envie de gagner un débat ponctuellement, de passer à la suite, quitte à rabaisser les autres. Donc, en fait, ça favorise même les choses les moins constructives pour un débat ouvert, parce que, c'est public. Donc, avouer qu'on a tort en privé, comme ça, écoute, Sean, t'as comme dit un truc, là, je voulais te dire en privé pour pas déranger ta chaîne, machin. Tu vas me dire sans problème, là, ça, moi, je vais te dire sans problème aussi. À l'inverse, sur la chaîne, débat ouvert, tant de personnes, tac, et puis le gars qui amène sa communauté, machin, qui repartage en story. Mais ça sert à rien du tout. Enfin, oui, peut-être quelqu'un doit pouvoir s'y retrouver ici. Par exemple, on tag des personnes qui ont beaucoup de visibilité, et donc si on peut insulter ouvertement quelqu'un et puis que sa stratégie pour se rehausser, c'est de rabaisser les autres, bon, bah, moi, ça me donne une intention très claire de la personne. Tu parles de nouveau de l'intention, minable, quoi. En tout cas, ce que je considérais du type de stratégie derrière ça. Et puis, je pense que maintenant, sur Instagram, ce que tu fais, c'est probablement une des meilleures conclusions. Tu as un contenu qui est élaboré, qui peut évoluer, terme hyper important. Et si tu partages sur Instagram, allez là, vous verrez, il y a quelque chose d'intéressant, et puis allez creuser si vous voulez, quoi. Une belle invitation finalement à évoluer, c'est top. Pour le reste, je pense qu'on passe de plus en plus vers quelque chose qui est à la base ce qu'était Instagram. Tu as posté une photo de ton repas, tu as posté une photo de ton évolution de ton six-pack en faisant croire que tout ce que tu as fait, c'était quelque chose de sain, magnifique, alors qu'en fait, ta méthode était nulle. Et puis, voilà, ça reste ce que c'est, et puis, faut pas trop complexifier davantage. Mais c'est vrai que j'ai quitté ce réseau qui a monté anormalement vite un temps, parce que c'est vrai que je suis passé très très vite de quelque chose comme 8 000 abonnés à 16 000,
8000 personnes en plus. Je me suis dit, waouh, aucune raison que je sois sur YouTube. Donc, l'inverse a été vrai pendant un temps. Notamment avec les, comment on appelle ça, les carousels, là, ces slides. Donc, du coup, économie de l'attention, nouvelle chose, on fait passer plus de temps sur une même publication simplement parce qu'il y a 10 pages au lieu d'une. Donc, c'est aussi bête que ce que je viens de dire, à peu de choses près. Et du coup, c'est vrai qu'avec ce type d'infos, où j'avais pris le temps de faire des petites séquences comme ça qui permettaient d'avoir plus d'infos qu'une seule photo à un moment, eh ben, on avait un peu hacké le système d'Instagram en faisant ce genre de choses que tout le monde faisait d'ailleurs à cette période-là. Et j'ai des publications qui ont atteint 30 000 de visibilité. Donc, on voyait 30 000 vues sur une publication, plus de 1000 likes sur une publication à quelque chose. Et je dis ça parce qu'on parle de chiffres. Hein. Moi, sur le moment, ce serait mentir que de dire « waouh ». J'ai pas trouvé ça cool, bien sûr que c'était bien, j'étais content, mais ça voulait pas dire que non plus c'était ce que je recherchais. Mais donc ça a fonctionné aussi, comme ça on a fait un peu le tour. C'est aussi pour ça que je suis resté aussi longtemps là-dessus, c'est qu'à un moment c'était devenu quelque chose qui, je pense, était quand même intéressant d'un point de vue synthèse, partage, peut-être un soupçon d'honnêteté intellectuelle quand même, en tout cas un résidu. Et là, au moment où je suis parti, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus rien de tout ça qui était vraiment, en tout cas pour moi, intéressant, quoi. Est-ce que c'était justement quand est-ce que quand les chiffres sont retombés, donc encore une fois, quand pour toi l'investissement n'en valait peut-être plus la peine, que tu t'es rendu compte de la dépendance que la plateforme avait créée par rapport à ton temps et par rapport à ton énergie, ou est-ce que c'est quelque chose dont tu te rendais déjà compte avant et tu te disais, ben oui, j'investis tout ce temps, mais j'ai quand même des retours qui sont intéressants, donc je reste sur la plateforme? C'est un mélange de tout ça. La dernière phrase que tu as évoquée ici, c'était vraiment quelque chose c'est quelque chose qui me traverse depuis très longtemps. Je me dis, OK, j'aime pas ça. Mais je sais que pour le moment, fais ce que tu dois pour que tu puisses finalement faire ce que tu aimes. Pendant un moment, je me dis, bon, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça c'est pas moi. Mais au final, je peux quand même faire ce qui me passionne le plus. Et donc, quel est le degré de concession que je suis prêt à faire pour? Et ensuite, l'élément déclencheur, ça a été, bon, même chose, mais est-ce que tu es prêt à faire 2 fois plus? Puis là, clairement, le message, c'était non, quoi. Et à 3 fois plus, pour parler des chiffres évoqués au tout début, si on passe de 3000 à 1000, finalement, et là, je n'invente rien parce que mon niveau de marketing est nul. Hein. De toute façon, j'ai quelques petites notions, évidemment, pour tout le monde. Si on vous dit, vous avez un plan, et puis on vous dit, vous touchez 100 personnes, vous touchez 10 000 personnes, tout le monde sait qu'en touchant 10 000 personnes, on a plus de chances de vendre. Je n'invente rien, et ça semble logique, c'est une question de volume au final. Donc, voilà. Rien de compliqué à comprendre ici. Si on divise ça par 3, on divise le truc de base par 3, c'est comme si on disait, au lieu de t'entraîner 3 fois par semaine, tu peux t'entraîner plus qu'une fois, puis t'espères progresser, bonne chance. A priori, ça va être compliqué. C'est un mélange de tout ça. Ouais. Ouais. Ou alors, pour progresser, maintenant, au lieu de faire 3 séances par semaine, il faut t'en faire 9 voilà, pour avoir le même effet d'entraînement. Et là, tu commences à remettre en question. Je pense que le parallèle ne marche pas exactement parce que peu importe le coût, ça vaut la peine de s'entraîner. Mais quoi qu'il arrive, ouais, je pense que ta réflexion a du sens là-dedans. Donc maintenant, si on revient ou si on avance pour parler de communication et de contact humain, qu'est-ce que toi tu as fait maintenant avec ces 20 heures d'économiser par semaine? Qu'est-ce que tu as fait pour peut-être rediriger cette énergie vers des interactions qui sont plus meaningful, qui ont plus de sens pour toi, qui ont plus de valeur pour toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place dans ta routine tous les jours ou chaque semaine, ou est-ce que tu as certaines échéances que maintenant vers lesquelles tu travailles ou vers lesquelles tu tends pour justement rétablir cet équilibre, retrouver ces communications et peut-être gentiment se rapprocher, ou retourner vers ce qui nous rend social et humain pour faire un petit clin d'œil à ce que tu disais avant. Magnifique. Je suis étonné par l'ampleur de la question et tu seras peut-être ou peut-être pas étonné par la simplicité de la réponse, mais en fait, c'est un mélange de tout ça. C'est que je fais mon yoga tous les jours, yoga, autant les asanas que la partie respiration, méditation pour ceux qui sont intéressés ou pour qui ça veut dire quelque chose. Donc voilà, plus d'1 heure par jour. En plus de ça, tu parlais de meaningful, donc j'ai vraiment des relations avec des personnes qui sont très importante pour moi. Donc, j'ai vraiment du temps avec ma compagne, j'ai du temps avec mes meilleurs amis. Et les meilleurs amis, c'est pas des vingtaines ou des centaines de personnes. Ça tient au grand maximum les 2 mains, hein, quand on parle de personnes qui sont vraiment importantes.
ou sinon, au bout d'un moment, on se rend compte de toute façon qu'elles finissent par faire autre chose. Mais voilà, clairement, moins d'une dizaine de personnes. J'ai pu finir de construire, on va dire plus ou moins indirectement, un poulailler. On parle des fois de ce genre de choses. Donc voilà, ça c'était un des objectifs les plus importants pour moi, de Super. quelque chose qu'on peut faire de simple mais d'extrêmement puissant et à l'échelle humaine, hein, justement. Donc là, des poules pour soi, c'est quelque chose, pour se recentrer, il y a difficilement plus efficace. C'est-à-dire que voilà, on va s'occuper de poules, mais qu'elles vont très très bien nous le rendre en retour. Et toutes ces choses-là, plus la mise en place j'ai évoqué brièvement, je vais l'évoquer de nouveau brièvement ici, l'application de nutrition qui va enfin se concrétiser. Et puis, la reprise des podcasts, notamment avec toi aujourd'hui, j'en ai 2 autres qui sont planifiés. Et la volonté aussi de relancer ma prochaine vidéo sur YouTube, de mettre en place aussi quelque chose d'un peu plus régulier au niveau de les newsletters, etc. Donc, en un instant, finalement, tout ça devient possible. Simplement parce qu'on fait toujours quelque chose à la place d'autre chose. Et donc, on enlève ce premier truc a priori inutile, on regarde tout ce qu'il est possible de faire après, puis on se rend compte de tout ce qu'on peut perdre en fait. Et là, c'est, pour faire simple, une vie plus heureuse, moins stressante. Je pourrais pas forcément dire plus rentable parce que du coup j'ai dû me débrouiller autrement d'un point de vue financier ou autre, mais je voulais garder absolument mon indépendance au niveau de ce que je faisais et comment je le faisais. Et donc je m'en sors très bien malgré tout. Donc globalement que du bénéfique, mais énormément de temps pour faire vraiment ce qui est important et pouvoir le décider. Donc c'est ces 2 choses. Du temps pour et aussi la clarté d'esprit pour prendre les décisions, pour des choix plus conscients aussi. Au niveau du stress, tu sens vraiment une différence par rapport à ce que tu vivais avant avec Instagram? Incroyable, incroyable. Parce qu'en fait, mais d'ailleurs, en tant que créateur de contenu, ça va énormément te parler, je pense. À chaque instant, tu te dis, purée, ça, je vais mettre sur une petite note et puis je vais peut-être pouvoir le synthétiser plus tard. Ah oui, on m'a demandé ça. Oh, puis il y avait un super commentaire sur YouTube de ce mec qui m'a dit que ça aurait été bien que j'aille un petit peu plus loin là-dessus. Puis t'es dans le et si je, et si je, et si je, et si je. Là, à un moment, je suis chez moi et je finis de faire quelque chose autour de mon jardin ou de mon poulet. Et puis je me dis, j'ai faim, je vais manger. Et puis ensuite, je vais profiter de faire mon yoga. Puis ensuite, je vais me coucher. Et je fais juste ça. Et j'ai jamais, de toute ma vie de personne qui a quelque chose à publier à un moment et qui doit toujours faire une synthèse et toujours être dans la productivité, etc., j'ai jamais eu des moments, alors ça va peut-être faire un peu wouhou, etc., mais pleinement conscient, pleinement présent, à faire quelque chose et juste me dire, je suis bien là. Et ça, je ne vais pas dire que ce n'était pas possible avant. Bien sûr, on peut se déconnecter, bien sûr, on peut mettre sur mode avion, bien sûr, on peut se dire on laisse le téléphone off un petit moment et tout. Mais ce n'est pas pareil quand on sait qu'on n'a juste pas besoin d'y retourner, du tout. Et quelque part, c'est presque comme si je me reconnectais à la vie avant 2008, quoi. Enfin bon, peut-être il y a des plus jeunes qui nous écoutent et qui se disent, ouais, de toute façon, j'ai connu toute ma vie les réseaux sociaux, je ne vois pas ce que ça peut être sans. Mais voilà, ces moments où tu te dis, à un moment, tu veux voir des potes, cool, t'envoies un message, pas plus détaillé que ça, tu te vois avec ton pote et c'est là que la discussion commence. C'est pas genre au bout de 15 messages et on se voit et on n'a plus rien à se dire et du coup on ressort le téléphone au bout de 2 minutes, ce qui est absolument aberrant et ridicule, mais qui arrive chez beaucoup de personnes. Donc beaucoup plus de sens, beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de potentiel d'évolution, beaucoup plus de sérénité aussi. Et voilà, je crois que ça fait déjà un paquet de bonnes choses quand même. Ouais, comme tu dis, un paquet de bonnes choses. Je vais rebondir dessus parce que j'ai le même ressenti avec le petit projet de jardin de permaculture que ma femme a entamé avec lequel je l'aide volontiers. Moi, ça me fait un bien fou d'avoir quelque chose à faire en dehors du coaching, en dehors du contenu que je produis, qui n'est pas rattaché, oui, parce qu'on parle de santé, on parle de nutrition, on parle de l'aspect local, etc. Enfin, toutes des valeurs et des choses qui sont importantes dans nos métiers, mais qui, en fin de compte, ne sont quand même, qui n'est pas directement relié au reste, comme je l'ai dit avant. Et le fait par exemple, le week-end dernier, on était en Valais, on était pas loin de Martigny. Et on est monté à Champaillac parce que mon fils était monté avec ma mère à Champais, qui est près de la base du Mont Blanc, on va dire. Bon, pas tout à fait à côté, mais on va dire la grande montagne qui comprend le Mont Blanc. Champaillac, c'est juste à côté. Donc, depuis Martigny, il faut monter un petit peu dans les retranchements. Et puis, c'était voilà, un endroit où mon fils était allé avec ma mère, qu'on avait voulu visiter. Il s'avère qu'il faisait un temps dégueulasse. Donc, on a fait le tour du lac en marchant et on est redescendu
redescendu. Mais en redescendant, on a trouvé du bois à côté de la route. On s'est arrêté pendant 2 heures. On a coupé du bambou, on a coupé du bois et on a ramené du bois pour ce petit projet de jardin. Et le simple fait de pouvoir être, voilà, se donner, se dédier à quelque chose, voilà, sans être sur mon téléphone, sans avoir toujours quelque chose dans les oreilles. Couper du bois, ça m'a fait un bien fou. Travailler avec mes mains, une chose que j'adore faire. J'ai toujours fait des métiers manuels dans le passé. Et de revenir à ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien et qui me permet de me ressourcer. Et donc, je te rejoins dans l'idée de faire quelque chose voilà, où tu n'as aucune demande. Tu parlais de productivité avant, c'est une productivité, mais qui n'a pas de deadline en fait. C'est genre, on va bosser sur ce projet et il sera terminé quand il sera terminé. Il n'y a personne qui l'attend, il n'y a personne qui demande quoi que ce soit. Tu n'as aucune pression. Et ça, c'était une sensation que j'avais perdu, je le dis clairement, dans le sens où la première fois qu'on a fait le plan du jardin et qu'on s'est dit, voilà, ça va prendre tant de piquets, ça va prendre tant de bouts de bois à faire passer autour des piquets pour faire la bordure, ensuite il faut le carton, ensuite il faut les feuilles, ensuite il faut la paille, ensuite il faut le compost. Et en gros, je me suis dit, mais putain, on va pas pouvoir finir ça en une journée. Parce que j'ai tellement l'habitude je veux commencer ce truc, je veux terminer ce truc. C'est tellement éphémère, encore une fois. Alors que là, j'ai un projet à long terme, j'en vois pas le bout et j'ai pas l'intention d'en voir le bout. Mais c'est tellement enrichissant de pouvoir se donner à quelque chose comme ça, voilà, sans contrainte externe et juste te dire, voilà, là, je vais passer mon petit moment, je vais faire ce truc. Et je trouve ça extrêmement, extrêmement positif et moi, j'en ressens le besoin. Et c'est marrant parce que j'ai 2-3 collègues, 2-3 coachs aussi, qui m'ont écrit depuis que j'ai posté 2-3 photos du jardin, qui m'ont dit en gros, putain, ça me fait trop envie. J'ai vraiment envie de faire un truc comme ça, de repartir un peu dans la nature. Est-ce que toi, c'est toujours quelque chose auquel tu étais attaché, ce genre d'idées, ce genre de valeurs? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours pratiqué ou est-ce que tu l'as peut-être perdu à un moment donné et tu y es revenu plus récemment? Ouais, bah écoute, je pense que je suis un peu un extraterrestre des réseaux sociaux dans le sens où de base, j'avais pas du tout l'envie de plus me développer là-dedans. Et moi, si on m'avait dit au début des réseaux, écoute, Will, c'est bon, maintenant tu gagnes 3000 balles par mois. Par contre, le seul truc que tu dois faire, c'est bien t'occuper de telle ferme, de telle chèvre et de telle poule. Puis ensuite, par contre, clairement, tu as quand même 2 jours pour toi où tu peux faire tes petites synthèses et des trucs. J'aurais signé tout de suite. Donc, ça donne peut-être une première idée de ce que j'avais vraiment comme intention à la base. Ça ne veut pas dire que j'ai pas pu m'écarter de ça et maximiser mon temps sur les réseaux à un moment pour justement. Parce qu'à un moment, si on fait quelque chose, c'est bien, mais si personne n'est au courant, on a moins de chances de véhiculer le message, c'est un fait. Et donc, je jonglais un petit peu entre ces deux mondes, celui d'une espèce de simplicité cohérente avec ce qui moi-même correspond à mes valeurs. Donc, je juge personne ici, c'est juste ce qui me parle moi et ce vers quoi je tendais, on va dire, spontanément. Et puis, le fait de le partager, donc devoir se connecter à tout ce monde complètement à la fois quand même assez dans le paraître, dans l'hypocrisie, dans le on joue de les pots de vin, les machins, les trucs, les contacts, les réseaux. À un moment, c'est clair que ça m'a... Bon, je suis désolé, deuxième terme un petit peu vulgaire, mais ça m'a vraiment emmerdé, quoi. T'as Donc, pas besoin de t'excuser, Will. Tu dis ce que ouais. tu veux sur mon podcast. On est, on Ok. est, on est chez nous, Will. On dit ce qu'on veut. Magnifique. Bon, tu vois, ce genre d'ambiance où tu as vraiment l'impression de créer un petit chez toi, ne serait-ce que dans l'échange d'un podcast, mais chez toi, à la table de la salle à manger ou dans ton jardin quand tu décides d'inviter quelqu'un, c'est des moments qui sont vraiment spéciaux et c'est quelque chose vers lequel je tends depuis longtemps. À la base, j'avais fait de l'agriculture biologique, j'avais dédié une journée par semaine, tous les vendredis. Pendant 6 mois, j'étais à la ferme biologique à Genève de la Touvière et je m'occupais des chèvres. C'était une magnifique expérience. C'était 15 jours par semaine, mais évidemment que je ne gagnais rien pendant cette journée. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'était une journée bloquée pour quelque chose. Mais cette journée me ressourçait pour tout le reste de la semaine. Et j'ai compris à quel point c'était juste totalement attendrissant d'avoir des chèvres qui tournaient autour. On reconnaissait au bout d'un moment telle et telle chèvre et tout. Puis on se dit, c'est des types de connexions qu'on perd en fait, tout simplement. Et quand on se reconnecte à ça, quelque part, une fois qu'on y a goûté, on a envie d'y retourner. Et je pense que là, c'était un appel qui était beaucoup trop fort et c'est pour ça que je vis en montagne et c'est pour ça que je prends autant de plaisir à vivre plus simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas énormément de richesse derrière. C'est peut-être pas la richesse au sens monétaire direct, mais quelque part, la valeur monétaire n'a pas de valeur morale en soi, c'est ce qu'on en fait toujours, qui est déterminé par la valeur de l'argent. Mais à la base, si on divisait par 3 l'argent que je gagnais, mais on augmentait par 3 la valeur que moi j'attribue à ce qu'on me donnait autour, puis que je pouvais vivre sans problème, je signe tout de suite. Donc je pourrais faire un échange de ces valeurs, pour ainsi dire,
instantanément à n'importe quel moment. Et je pense que c'est pour ça que c'est allé aussi vite avec Instagram, c'est allé aussi vite avec Facebook ou WhatsApp et autres. C'est quelque chose qui sort de mes valeurs. T'inquiète, je vais trouver mieux et je vais trouver quelque chose qui me correspond mieux. Et si je peux dégager d'un seul coup toutes les sources de stress, c'est un dernier truc que je voulais dire qui était très important, je pense, c'est que dans les designs d'études pour créer du stress, un des trucs qui est utilisé, c'est vous faites la même chose, mais on vous met une contrainte de temps. Ou on rajoute une chose supplémentaire à faire pour la même durée. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. C'est une question de deadline ou d'échéance. Et certaines personnes ne fonctionnent que comme ça. Ah, moi, j'ai besoin du deadline pour machin. Bah, tu n'es pas en train de faire quelque chose que tu aimes bien. Parce que tu serais déjà en train d'investir pleinement dedans, quoi. Et l'idée de pouvoir s'investir pleinement dans quelque chose sans se dire ça doit être fait forcément pour demain ou ce genre de choses, là on rentre peut-être même dans un état méditatif sans faire exprès. Et je pense qu'on est déjà en train de gérer un stress, de gérer un problème et de régler vraiment des problèmes de notre propre vie. Je pense que beaucoup de personnes passent à côté de leur vie et sont juste stimulées par du stress et puis des trucs, des stimuli externes. Et là, moi, je suis plus à m'écouter. Mais pour tous les domaines aussi, pour la nutrition, je peux me dire, j'ai plus faim, j'arrête de manger. Et je me dis pas, oui, je dois prendre tel supplément qui supprime ma faim et tout, rien à foutre. C'est plus comme ça que je fonctionne. C'est, je m'écoute, je prends du temps pour moi et jamais je pense autant bien avancer sur ma propre vie. Alors, ça fait beaucoup de moi, je. Mais au final, c'est aussi comme ça que je m'occupe le plus des personnes qui comptent pour moi. Donc, j'ai l'impression que c'est un beau compromis. Voilà un peu pour une synthèse plus globale de tous ces choix, parce que je pense que quand on voit ce que quelqu'un publie, tu parlais d'intention, on peut toujours, au bout d'un moment, si on écoute des heures quelqu'un, toi par exemple, si on veut t'écouter pendant 20 heures à la suite, on peut, grâce à tes podcasts, on va comprendre quelles sont tes intentions derrière. On ne peut pas mentir pendant des dizaines d'heures. On peut mentir pendant 30 minutes, on peut faire un bon entretien d'embauche, ce genre de choses. On ne peut pas mentir pendant des dizaines d'heures. Donc, au bout d'un moment, les gens vont te cerner, ils vont te comprendre. Et c'est une belle chose quand tu es une bonne personne à la base. Pour les autres, c'est beaucoup plus compliqué de mentir pendant des heures. C'est très, très bien dit. Je voulais revenir sur l'idée de présence, l'idée de s'écouter. Ta pratique de yoga, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu dans ta vie ou pas? C'est assez récent. Ouais, c'est assez récent à la base. Le résumé de, on va dire, allez, 25 ans de sport en quelques instants. J'ai fait 15 ans de badminton en compétition. C'est vraiment le sport pour lequel je me suis plus donné au niveau investissement de temps et puis côté compétition, voyager, etc. Ensuite, j'ai fait de la force athlétique. J'ai fait une compétition que je vais qualifier de bodybuilding, même si certains bodybuilders ne seront pas d'accord. Ça s'appelle Musclemania. C'est en tant que modèle. C'est pas du tout IFBB ou ce genre de choses. Mais bon, voilà, je l'aurais dit. Donc, j'ai fait ces différentes phases et ensuite, j'ai continué de pratiquer pour moi-même. Et là, je dirais, il y a à peine 3 ans, j'ai commencé à me mettre au yoga. Et le yoga, de base, on oublie que c'est pas juste faire du stretching. Le yoga, ça veut dire qui relie, mais qui relie à la base nous-mêmes avec nos propres valeurs et qui on est, etc. Parce que beaucoup de personnes sont dissociées et tiraillées dans tous les sens. On a le travail qui part dans une direction, des fois même la conjointe ou le conjoint qui part dans l'autre direction, la famille qui tire encore dans une autre direction, les valeurs sociales qui tirent dans une autre direction. Et nous, au centre de tout ça, on ne sait même pas qui on est, mais on se retrouve au centre de tout ça. La première chose à faire pour savoir ce qu'on fait, c'est se relier soi-même. Alors, c'est peut-être totalement abstrait. J'espère qu'on ne perd pas trop de personnes à cause du côté un peu taré que je viens de mentionner. Mais... on peut les perdre. Moi, ça ne me dérange pas. Vas-y. Ok. Mais en gros, c'est ça que je trouve d'incroyable avec le yoga depuis à peu près 3 ans de pratique maintenant. C'est que j'ai l'impression d'être cohérent dans mes propres choix. Certaines personnes disent être aligné avec ses valeurs, être aligné tout court. Et puis, ça m'a aidé à toujours prendre un moment pour moi. Et bon, voilà, en fait, on peut se dire, ah, j'ai pas le temps pour mon yoga, ça veut dire qu'on fait plein d'autres choses et puis finalement, on espère à la fin de la journée qu'on peut le placer. On peut se dire, on place le yoga et ensuite, autour de ça, on place différentes choses. C'est valable pour le sport, c'est valable pour le boulot, c'est valable pour un objectif attends, voilà. C'est l'importance qu'on donne à quelque chose. Et c'est devenu quelque chose de totalement central pour moi. Et c'est pas juste les mouvements, donc qu'on appelle les asanas, c'est aussi la partie respiration, le côté pranayama pour ceux qui connaissent, mais aussi le côté méditation. Et ces 3 choses prennent, je dirais, en tout cas 1 heure de mon temps chaque jour, tous les jours, depuis un bon moment. Et il y a peu de journées où je manque ça. Et lorsque je manque ça, je suis vite plus nerveux, moins précis. Donc, c'est pas 1 heure de perdu. C'est en fait, si on prend un jeu vidéo, c'est comme si on disait, OK, tu vas faire ce niveau où tu fais ton yoga avant, puis tu as un multiplicateur x5. C'est un exemple nul, mais on fait le même niveau, mais on gagne 5 fois plus de tout ce qu'on fait pendant ce niveau-là. Donc, on perd du temps initialement. Puis ensuite, le gars qui était parti direct, on l'a rattrapé au bout d'une demi-heure parce que notre journée est déjà plus productive à ce moment-là. Donc, ouais, c'est énorme la différence. Et puis, c'est très cool de voir aussi que, très pratique ici, là, mais côté préparation physique et tout, aucune douleur articulaire, plus souple que jamais, alors que, voilà, j'avais des occasions d'être plus souple quand même en étant plus petit ou autre. Là, je peux
et c'est une image très facile à avoir en tête, je peux faire un bisou à mes genoux, jambes tendues, assez facilement. Donc, ceux Ouais. qui ont de la peine à aller approcher les doigts des pointes de pied ou ce genre de choses se rendent compte que c'est pas évident pour tout le monde, surtout pas passer une certaine tranche d'âge. Et voilà, pas de douleur, une bonne forme physique. Et je pense que ça se couple très très bien avec la pratique de musculation. Euh, donc voilà, c'est un tout. Et très difficile pour moi de m'en passer maintenant. Ça ne veut pas dire que j'estime que je suis accro, mais je pense que consciemment, je continuerai de faire le choix de prendre 1 heure par jour à peu près pour le yoga pendant une bonne période, assurément. Donc, tu dirais pour toi à l'heure actuelle, ce yoga, il est tout aussi important que tes entraînements de musculation ou peut-être à l'avenir d'autres disciplines auxquelles tu te dédierais sérieusement. Ça fait partie intégrante de ta routine, de toi et de ce que tu fais chaque jour pour t'en sortir bien, être bien et trouver un certain équilibre avec tous les différents paramètres avec lesquels tu jongles. Totalement, ouais, c'est bien résumé. Moi, j'ai besoin d'une forme de, enfin, j'ai besoin. Je tends toujours vers une forme de discipline, de quelque chose qui m'aide à. Je suis accro à une chose, c'est le progrès. Ça, c'est certain. Si je fais quelque chose qui me permet de progresser en 1 heure et que je fais quelque chose d'autre qui me permet pas de progresser en 3 heures, je vais toujours tendre vers quelque chose qui me permet plus de progresser. Ce qui évite un piège quand on n'est pas capable de voir quelque chose sur le plus long terme. Donc, je jongle un peu entre les deux choses. Et puis, c'est la discipline qui permet de placer quelque chose sur le long terme. Donc, ouais, ça fait partie de ma santé générale. Et puis, on ne va pas sortir des définitions de la santé ou quelque chose comme ça, mais c'est jamais que les aspects physiologiques, la tension artérielle, la fréquence cardiaque et ce genre de choses. Il y a plein de paramètres extrêmement intéressants, bien sûr, mais c'est toujours aussi lié à l'environnement, les personnes qui font les mêmes choses que nous ou pas du tout. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que si on prend des personnes qui mangent relativement sainement, des personnes qui s'occupent, qui aiment bien la nature, des personnes qui mangent, par exemple, local, des personnes qui font du yoga, et puis des personnes qui, globalement, n'ont pas tendance à juste perdre du temps pour s'énerver et à penser qu'à une chose, de publier des trucs sur les réseaux pour se valoriser pendant un instant, pendant qu'ils ont la porte fermée chez eux, et puis que finalement, personne ne les regarde, ils interagissent avec personne. On tend vers des personnes très différentes, et on est nourri aussi par des personnes qui agissent aussi comme nous, mais sur elles-mêmes. Donc, je rencontre de plus en plus de personnes qui travaillent sur elles-mêmes, en fait. Et je pense que c'est là qu'on a les meilleurs groupes, les meilleures discussions. C'est que on n'est pas juste avec une personne qui est un leader ou quelque chose. On se retrouve qu'avec des personnes qui, elles-mêmes s'élèvent toutes seules, sont curieuses, explorent, à commencer par leur propre corps. Et je pense que pour explorer son corps, le yoga, c'est probablement l'outil le plus puissant que j'ai à ma disposition. Si je peux appeler ça un outil pendant un instant, mais n'importe quelle personne qui fait de la prépa physique et qui pense à range of motion, l'amplitude du mouvement et puis à tout ce qui est capacité des différentes articulations par rapport aux blessures ou ce genre de choses et puis connaissance du corps, proprioception, toutes ces choses-là. Si on a quelqu'un qui commence n'importe quel sport avec un niveau avancé de yoga, on peut se dire qu'il y a énormément de choses qui sont déjà acquises, les quelques mouvements qu'on a tendance à ne pas pratiquer du tout. Et je pense que juste même avec cet angle réducteur-là, c'est extrêmement intéressant. Mais c'est qu'une toute petite portion du yoga. Donc voilà, l'idée, c'est pas forcément de faire un podcast là-dessus, je pense, mais c'est dingue personnellement ce que ça m'a apporté. Et j'ai l'impression que, vu que j'ai fait du breakdance aussi, je fais à peu près 3 à 5 ans de danse, les mouvements qu'il y a entre le yoga et le breakdance sont incroyablement proches. Et c'est assez marrant d'explorer des moments où on passe sur la tête, puis ensuite on tient sur une main, puis ensuite on est juste en train de s'étirer. Et personnellement, je m'amuse beaucoup. Là, je suis un éternel gros gamin, quoi. Ouais, non, c'est vraiment cool de t'entendre le décrire comme ça. Comme tu l'as dit, sans passer par tout ce qui passe entre les deux oreilles quand tu as ce genre de pratique. C'est vraiment super intéressant. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de quand tu as commencé à intégrer le yoga dans ta routine? Est-ce que c'était facile? Est-ce que du jour au lendemain, tu as été extra discipliné en termes de le faire tous les jours, le faire sans distraction externe? Comment est-ce que tes premiers pas dans le yoga, c'était comment? Ok, bon, alors là, il y a un côté un peu plus personnel qui va être lié à, j'ai envie de dire, ce que j'ai compris moi-même sur certaines choses d'un point de vue, je vais me permettre d'utiliser le terme conscience. C'est-à-dire que j'ai compris que quand je faisais quelque chose consciemment, pour pas aller trop loin, je le faisais toujours mieux. C'est aussi bête que ce que je viens de dire. C'est-à-dire on peut faire plein de choses en étant juste entraîné par. Et maintenant, j'ai beaucoup plus tendance à être aligné avec moi-même et j'ai aucun problème avec le fait d'aller à contre-courant dès le moment que je suis aligné avec moi-même. Et donc, je commence une journée, j'ai fait mon yoga et je fais des trucs très compliqués. La journée a paru simple.
je fais quelque chose de modérément compliqué, j'ai pas fait mon yoga, la journée peut paraître extrêmement pénible. Et donc, en fait, je résumerai le yoga comme quelque chose de très facile à implémenter dès le moment que j'ai compris que ça m'aidait à pas passer à côté de moi-même. Donc, c'est peut-être totalement abstrait ou c'est peut-être très facile à comprendre, mais dans l'idée, je sais que cette petite discipline, qui peut-être pour d'autres personnes, c'est juste un peu de gymnastique le matin, pourquoi pas quelques étirements ou quelque chose comme ça, et c'est peut-être même que indirectement du yoga, et c'est très bien aussi. On sait que peut-être en se levant, en ayant le temps de faire une marche de 5 minutes après avoir pris son café, plutôt que de commencer directement à regarder son téléphone au premier moment et puis regarder les 5 dernières personnes qui se sont énervées sur notre compte, c'est pas du tout pareil comme premier pas en sortant de son lit. Et c'est vrai que j'ai tendance à faire ça assez vite dès le réveil, et donc ça a été très facile à implémenter. Je garde une phrase d'un collègue qui s'appelle Eric Lépine qui dit what is done first is done best, is what is done best. Et donc en fait, quelque part, on met la priorité aussi dans ce qu'on décide de faire en premier dans la journée, et tout ce qu'on essaie de placer un peu au hasard à la fin, c'est souvent qu'on n'apporte pas beaucoup d'importance à ça. Donc ça a été très facile, mais aussi parce que de base, pour moi, c'est très facile de mettre en place des priorités. Je suis indépendant depuis un moment, donc on n'a pas tous ce côté où fais ce que tu veux. Moi, je l'ai depuis très longtemps parce que je l'ai créé, cette situation. Ça n'a pas été facile, hein, mais j'ai toujours fait en sorte de pouvoir la créer. Donc, ça a été très facile à implémenter parce qu'à un moment, je suis le seul à dire ce que je veux faire et comment je le fais. Donc, c'est cette liberté-là que j'estime être ma plus grande richesse. C'est vraiment pour moi une grande richesse. Je suis désolé d'insister là-dessus, mais sinon, je pourrais dire, voilà, dépasser 10 000 balles par mois, ça pourrait être cool. Génial, vraiment, et très impressionnant, et bravo à ceux qui y arrivent. J'ai aucun souci à dire que je suis admiratif par rapport à ces personnes, mais si ces personnes passent à côté de leur vie et ne savent pas pourquoi elles sont là, ça n'a pas de valeur pour moi. Donc, je préférais gagner 1500 et avoir aucun problème, mais totalement aligné avec mes valeurs. C'est très dur de vivre en Suisse avec 1500 balles, hein, juste pour être clair. C'était pour dire que voilà, il faudrait mettre en place des trucs quand même assez compliqués. Voilà, le yoga facile à mettre en place, comme n'importe quel truc qui, je dirais, a du sens, mais ça aide à donner du sens à tout le reste. Tu vois si ça te va ou je t'ai perdu? Will, toi, je t'ai pas perdu, je sais. Tout me va, Will. Est-ce que c'était aussi simple que ça dès le début? Est-ce que c'était une évidence pour toi de l'importance de l'intégration de cette pratique dans ta vie, dans le sens où avant que tu l'intègres, ça ne faisait pas partie de ce que tu faisais chaque jour. Donc, comment est-ce que t'es apparu l'importance de cette pratique? Oula, écoute, moi, si tu vraiment comment elle est apparue, là, je sors encore un peu plus de tout ce qu'on a abordé pour le moment. Pour moi, le yoga, c'est une pratique qui est probablement beaucoup plus vieille que les civilisations qu'on essaie de connaître ou de comprendre avec le côté, on va dire, conventionnel. Donc, probablement que les mouvements qu'on essaye de donner maintenant en prépa physique ou ce genre de choses, ils ont existé depuis je sais pas combien de temps. Probablement que je vais me faire insulter par mes collègues ou mes amis b-boy, enfin les breakdancers, qui pensent qu'ils inventent un mouvement. Moi, je suis sûr qu'on le trouve quelque part. C'est déjà un asana écrit dans un livre depuis je sais pas combien de milliers d'années. Ouais. Et puis quelque part, c'est tellement tous les sens du corps que finalement, quand on intègre le yoga et qu'on est déjà fan de physiologie de l'exercice, de mouvement au sens général, de sport aussi, on voit ce que ça implique dans nos propres pratiques. Et puis, ça n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui pour moi de faire un barbell back squat avec le cul au sol et puis le dos parfaitement droit et un contrôle sans aucun problème. Donc, c'est un détail peut-être pour les personnes qui ne sont pas trop fans de muscu ou autres, mais quand on voit les effets et là c'est juste quelques semaines de yoga, sur les amplitudes de mouvement, ce genre de choses, c'est très facile de s'accrocher à ça. Donc, il y a les deux côtés. Me dire qu'est-ce qu'il y avait à la base. Moi, je suis vraiment curieux. Je sais qu'on a eu des discussions qui vont facilement assez loin sur certains détails, mais j'aime creuser. Et comme j'aime creuser, c'est comme pour la nutrition. Moi, on me dit il faut que écouter les études des 4 dernières années. Ça ne m'intéresse pas dans la mesure où je me dis qu'on se restreint sur toutes les possibilités qu'on a d'explorer un sujet. Et le yoga, pour moi, c'est quelque chose qui est tellement vieux que ça a encore beaucoup de choses ça va me permettre de découvrir beaucoup de choses, passer un chemin qui est pas prêt de se terminer, quoi. Écoute, c'est vraiment génial. Je suis extrêmement heureux qu'on ait abordé ces sujets parce que ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu d'aborder avec toi. On en avait parlé en début de podcast. Et voilà, on est parti sur Instagram, la communication en ligne, les valeurs humaines et le yoga. Donc, je pense qu'on a fait un chouette petit tour. En tout cas, Will, c'était
Comme toujours, un grand plaisir de te recevoir et d'échanger avec toi. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation, encore une fois d'avoir participé à cet échange. Et donc, tu n'es plus sur Instagram, donc on ne pourra pas te retrouver là-bas. Si les gens souhaitent suivre tes travaux, en apprendre un petit peu plus sur ce que tu fais ces jours-ci, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver maintenant? Bah, écoute, merci infiniment pour tout ça. Et puis pour les détails aussi par rapport à où on peut me retrouver, il y en aurait deux, je dirais essentiellement. Au niveau des, on va appeler ça les canaux des médias sociaux, YouTube, Willy Hansons, le plus dur étant d'écrire Hansons correctement. Et puis le canal Telegram aussi, pareil. Là, c'est, par contre, je crois que c'est William Hansons en un mot, on peut me trouver. C'est un canal qui permet aussi de diffuser des infos. Et sinon, bah, simplement mon site internet qui est mentionné sur ces deux canaux de toute manière. Donc, je dirais que ce serait là maintenant. Super. Will, merci encore infiniment. C'est toujours un grand, grand plaisir. Je me réjouis de peut-être bientôt se revoir en personne. Et puis, Plaisir. à tout bientôt. À tout bientôt. Merci. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!